Alors, que s'est-il passé en Syrie? Parlons-en dans un Joga Talk. Je ne fais généralement pas ce type de vidéo sur ma chaîne car ce n'est pas une chaîne d'actualité. Je ne m'occupe pas des infos. Je me concentre sur la création de contenu à long terme qui peut être consulté à tout moment sans limite de date. Mais de temps en temps, un événement mondial se produit qui, au minimum, me pousse à vous donner une mise à jour par rapport à une vidéo précédente sur la chaîne ou à un contenu que j'ai fait parce que le monde change et évolue constamment et c'est comme ça. Comme vous le savez, nous avons fait l'épisode sur la Syrie en 2021 et à cette époque, c'était encore sous le régime d'Assad. Vous savez quoi, je vais rester debout. Non, je vais m'asseoir ici, ce sera plus pratique. Comme ça, je pourrais mettre des images dans ce coin. Donc, le régime d'Assad. Avant de faire cette vidéo, j'ai vraiment voulu prendre le temps d'essayer de comprendre lentement la situation compliquée parce que, évidemment, je ne suis pas syrien, je n'ai pas de lien direct avec la Syrie. J'avoue que je ne suis pas tout ce qui se passe en Syrie. Avant ça, j'avais juste une compréhension très basique du régime d'Assad et de son père, blablabla, mais je ne connaissais pas vraiment tous les petits détails qui ont mené à cette situation. Donc, j'ai délibérément fait un post sur tous mes réseaux sociaux en demandant à vous, ma communauté syrienne de la géographie, de m'aider. Je voulais entendre vos avis. Je voulais que vous me donniez votre point de vue sur ce qui était approprié à dire et j'ai reçu beaucoup de réponses. J'ai beaucoup d'abonnés syriens et certains d'entre eux étaient même en Syrie et vivaient la situation en direct. J'ai lu vos messages et ils m'ont beaucoup aidé à comprendre tout ça. Donc, pour faire court, je vais essayer de condenser tout ça le plus rapidement possible parce que je sais que vous voulez que j'aille droit au but et moi aussi. En gros, le régime d'Assad a été renversé, mais avant même d'en arriver là, je dois vous donner un peu de contexte sur comment tout ça a commencé. La Syrie a traversé de nombreuses épreuves ces 20 dernières années, sans compter les 5 décennies de dictature. Donc Bachar el-Assad est le fils de son père. Évidemment. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Donc avant Bachar el-Assad, son père Hafez était au pouvoir et tout a commencé en 1970. Pour faire court, pendant cette période, le vide de pouvoir du régime Assad est devenu très évident. L'incident le plus notoire et odieux étant le massacre de Hama dans les années 80. En gros, à Hama, les gens manifestaient et essayaient de s'opposer à lui. Il a envoyé des troupes, encerclé la ville et a littéralement massacré des dizaines de milliers de ses propres civils. C'était un message pour dissuader quiconque de le défier. Après sa mort, en 2000, comme dans tout autre État démocratique parfaitement légitime, que pensez-vous qu'il s'est passé? Ils ont organisé une élection. Et oh, par tous les saints, son fils était sur le bulletin de vote. Et avant même qu'il ne se présente à la présidence, il y avait en fait une loi qui disait qu'il fallait avoir au moins 40 ans pour être président, mais ils ont changé la loi juste au bon moment à 34 ans. Et comme par hasard, il avait 34 ans à l'époque. Ça me semble logique, rien de louche. Donc, pendant que tout cela se passe, des factions de groupes rebelles commencent à émerger. Et il y a 3 principaux acteurs clés que vous devez connaître dans cette équation. Le Armée nationale syrienne ou l'Armée nationale syrienne. Ils contrôlaient le nord à la frontière turque. Ce groupe était principalement soutenu par la Turquie, car Erdogan a annoncé en 2011 qu'il était totalement opposé au régime d'Assad. Les Forces démocratiques syriennes ou Forces démocratiques syriennes sont un groupe armé composé principalement de Kurdes. Ces individus agissaient surtout dans le nord-est de la Syrie, à la frontière turque. La faction kurde était alliée à de nombreuses puissances occidentales et moyen-orientales comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Royaume-Uni, tandis que la Turquie ne les appréciait pas vraiment, en partie parce que beaucoup de militants des Forces démocratiques syriennes avaient des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation principalement composée de militants kurdes, est un sujet complexe et controversé en Turquie. Et enfin, le Hayat Tahrir al-Sham ou Hayat Tahrir al-Sham, dirigé par Abu Mohammed al-Joulani. Désolé si j'ai écorché certains noms. Le Hayat Tahrir al-Sham n'était pas totalement allié à un État-nation. La plupart de leurs alliés étaient d'autres groupes militants régionaux comme le Parti islamique du Turkestan, les Frères musulmans syriens, l'Armée de la gloire, et ils collaboraient aussi parfois avec la Armée nationale syrienne. C'est probablement le plus important car c'est la faction militaire qui a réellement mené à la chute du régime d'Assad. Donc, en décembre 2024, le Hayat Tahrir al-Sham a marché sur Damas, renversant essentiellement Assad, qui a fui et est maintenant en exil en Russie puisque son parti gouvernemental était soutenu par la Russie et l'Iran. C'était une opération très secrète qui s'est déroulée en seulement 11 jours. La plupart des Syriens ont été choqués par les attaques d'Assad qu'ils n'avaient pas anticipées. Pendant ce temps, de nombreux rebelles du Hayat Tahrir al-Sham se formaient à Idlib, une ville proche géographiquement du gouvernement centralisé le long des zones côtières.
Qui sont ces gens ou qu'est-ce qu'ils représentent? C'est là que l'histoire devient un peu compliquée. Alors voilà le problème. Djalani est en quelque sorte considéré comme une figure controversée parmi beaucoup de gens, même parmi les Syriens. Pourquoi? Parce que oui, il a dirigé le mouvement qui a finalement renversé Assad, que pratiquement tout le monde détestait, sauf la communauté alawite qui s'est principalement alliée à lui. Et ça, c'est toute une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il était connu pour avoir eu par le passé des opinions extrémistes et des liens avec Al-Qaïda. Essentiellement, il a commencé comme soldat qui a combattu contre les États-Unis en Irak. Il a même été détenu dans la célèbre prison d'Abu Ghraib. Et plus tard, après avoir été libéré et renvoyé en Syrie, il a été sous la direction d'Abu Bakr al-Baghdadi au sein d'Al-Qaïda chargé de créer le Front al-Nosra. Lorsqu'il dirigeait le Front al-Nosra, il est devenu très populaire et a réalisé qu'il était en désaccord avec de nombreuses choses qu'al-Baghdadi disait au sein d'Al-Qaïda. Et en 2016, il a annoncé que le Front al-Nosra se séparait d'Al-Qaïda. Il affirme qu'aujourd'hui, malgré les liens qu'il a eus avec Al-Qaïda à l'époque, il n'a en réalité jamais été personnellement impliqué dans des activités terroristes et beaucoup pourraient dire que le fait qu'il se soit séparé d'Al-Qaïda, qu'il ait rebaptisé le groupe en Hayat Tahrir al-Sham et qu'il ait parfois collaboré avec d'autres forces comme les États-Unis pour combattre Daesh, cela pourrait au moins être considéré comme une preuve qu'il n'était pas satisfait de la situation précédente lorsqu'il était sous l'influence de ses vues extrémistes. Il a depuis affirmé avoir renoncé à ses méthodes extrémistes du passé et prône désormais une approche pluraliste et tolérante pour l'avenir de la Syrie. En réponse à une question sur son évolution politico-militaire, il déclare « Je crois que chacun traverse des phases dans la vie et les expériences vécues dans la vingtaine façonnent une personnalité différente de celle de la trentaine ou de la quarantaine. Il s'agit probablement de quelqu'un dans la cinquantaine qui a même changé sa façon de s'habiller. Avant, il arborait le style typique d'Al-Qaïda. Maintenant, il s'est coupé les cheveux et il a un tout nouveau look. Je ne sais pas. » Il affirme ces choses, mais la vraie question est quel degré de pouvoir et d'influence aura-t-il, sans parler du Hayat Tahrir al-Sham, dans l'avenir de la Syrie et au sein de la communauté internationale, une fois les choses un peu clarifiées et établies? Les responsables du Hayat Tahrir al-Sham ont publié une déclaration accueillant favorablement le soutien international, mais soulignant qu'ils n'ont pas besoin d'un processus qu'ils mettent déjà en œuvre. Nous refusons de tomber dans les pièges du passé. Donc, quand je lis les emails et les messages de mes abonnés syriens, il me semble que le consensus général est qu'ils sont heureux et célèbrent la fin du régime d'Assad. Les Syriens connaissent bien ce jeu, l'ayant déjà vu se dérouler dans le monde par le passé. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que dans des situations comme celle-ci, il existe de nombreuses voies différentes à prendre en termes de leadership, d'action et de politique. Et ils doivent être très prudents pour trouver la bonne voie. Et ils doivent le faire assez rapidement. Dans ce type de situation, si vous n'arrivez pas à trouver une solution à long terme, cela donne l'impression que vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes de manière pérenne. Donc il doit y avoir une transition, mais elle doit être fluide et relativement prête à s'engager dans la communauté internationale de manière positive. Ils doivent clarifier leur position et annoncer publiquement leurs valeurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'un nouveau venu arrive sur la scène, le monde entier observe et veut savoir ce que tu es et qui tu es. C'est le dilemme compliqué dans lequel la Syrie se trouve et ils ne savent pas encore vraiment. Ils essaient de comprendre. Ils ont des idées, mais cela prendra du temps. Tout le monde sait que la situation est très fragile et ils doivent avancer avec beaucoup de prudence pour s'assurer que tout se passe en douceur. Pour ce que ça vaut, ils vont essentiellement changer leur drapeau pour le tricolore vert à 3 étoiles. C'était le drapeau de la Première République, symbolisant tous les califats arabes de la région. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours pensé que leur ancien drapeau était un peu stupide, car c'était essentiellement celui utilisé sous la République arabe ratée avec l'Égypte. Cette république s'est effondrée et s'est séparée, mais ils ont quand même gardé le drapeau même si l'Égypte ne fait plus partie de leur pays. C'est comme s'ils avaient été paresseux et avaient décidé de garder le système depuis la chute du régime. Des prisonniers de la tristement célèbre prison de Sadnaya ont été libérés, et en gros, ce sont des prisonniers politiques que le régime d'Assad avait mis en prison parce qu'ils s'opposaient à lui. Beaucoup d'entre eux retrouvent leur famille. Il y a eu des discussions et il est possible que nous assistions à un éventuel rapatriement des réfugiés syriens vers la mère patrie pour la reconstruire et pour retrouver leurs proches qui étaient piégés dans des circonstances qui ne leur permettaient pas de partir. C'est un moment assez incertain en ce moment, mais en général, les gens essaient de rester positifs. L'éviction du régime d'Assad leur ouvre vraiment plus de portes pour trouver des solutions et avancer de manière positive. En même temps, ils restent prudents et vigilants et gardent un œil sur les personnes qui assument actuellement des rôles d'influence. Mais ils font de leur mieux et j'espère que ce sera un chapitre positif pour l'avenir de la Syrie. Je voulais vraiment aller en Syrie pour l'épisode sur le pays, mais les circonstances à ce moment-là ne me le permettaient évidemment pas.
Effectivement, si la situation s'améliore, j'aimerais vraiment y aller. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, vous les géographes syriens, pour écouter vos histoires et découvrir votre pays pendant mon séjour en Syrie. Faisons en sorte que cela se concrétise. J'aimerais vraiment visiter la Syrie. À tous mes abonnés syriens, j'espère que vous allez bien, que vous trouvez des solutions et que vous deviendrez une lueur d'espoir pour votre pays. Je sais que vous aimez votre pays, et à tous les Syriens de l'étranger qui essaient aussi de jouer leur rôle dans l'avenir de la Syrie, j'espère que vous serez également une force déterminante qui fera avancer ce pays de manière positive. J'espère sincèrement avoir le privilège d'y aller et de voir cela. Santé. J'espère que vous allez tous bien. Restez zen et à l'écoute.